Disclaimer avant de commencer l'analyse de ce combat entre Diego Lopes et Brian Ortega. Celle-ci avait été faite en exclusivité pour les membres dans le cadre de l'UFC 303. C'est la première fois où Diego Lopes et Brian Ortega étaient supposés combattre l'un contre l'autre. Ils avaient tous les deux accepté en short notice avec tous les changements dus à McGregor. Bref, on rebalance exactement la même analyse parce que il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a juste Diego Lopes qui a affronté Dan Ige en super short notice à la place. Donc, elle n'est pas obsolète. Voilà, c'est cadeau pour tout le monde. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Là, on va parler du co-main event de l'UFC 303, un short notice doublement accepté entre la flèche montante Diego Lopes et Brian Ortega, qui nous a fait fort plaisir dans sa dernière sortie, je trouve, en tout cas à mon goût. Deux grappleurs d'exception, mais qui ont déjà montré aussi de très belles choses debout. On vous analyse ça maintenant avec Brian, comme d'habitude. Donc, Diego Lopes, on va commencer par lui. 24 victoires, 6 défaites en carrière professionnelle. Il est sur 3 finalisations au premier round depuis ses débuts fulgurants contre Evloev. Lui avait accepté ça en short notice. 10 victoires par KO dans sa carrière, 12 victoires par soumission. Comment est-ce que tu décrirais ce bonhomme ? Je pense que tu l'as dit, hein, très très bon grappleur, très bon striker aussi. Je le trouve vraiment explosif. J'ai noté droitier, hein, ça, ça a encore son importance. Je trouve qu'il est extrêmement puissant. Je pense qu'il est extrêmement puissant en termes de puissance de frappe. J'ai l'impression qu'il l'assomme, vraiment. Et tu vois, même Evloev a été touché au premier round. Il a légèrement vacillé. C'est un opportuniste. C'est un finisseur. Ouais. Donc, s'il y a la moindre ouverture, il va dedans. Il se rue dedans. Au niveau du grappling, je trouve très bon dos au sol. Ouais. Franchement, dans les détails, pour pouvoir tirer sur des triangles, enfin, obtenir des triangles qui semblent complètement hors de portée. Tu vois. Donc avec des adversaires qui vont être très redressés, la tête très redressée. Il va continuer malgré le fait qu'il n'y ait pas de kimono, parce qu'habituellement en jiu-jitsu brésilien, tu vas chercher les kimonos pour récupérer ton triangle. Sans kimono, c'est beaucoup plus compliqué, mais il utilise pas mal de choses pour le faire. Ses transitions, je pense que c'est vraiment son jiu-jitsu brésilien dos au sol qui est assez impressionnant. La tentative de clé de bras sur Evloev, elle est vraiment assez fabuleuse, quoi. Pourtant, c'est une situation où tu vois, il vient mettre, donc il a tiré la garde avec Evloev dedans. Il est sur un début de triangle avec un Evloev qui n'a pas passé le bras complètement, qui défend, tous les deux frappent. Et lui a son propre bras sous la jambe d'Evloev, tu vois. Evloev s'assit sur son bras, entre guillemets, donc c'est une situation qui pourrait être assez problématique parce que Evloev peut frapper, mais il garde quand même ce bras en dessous et un peu plus tard, donc une fois la méfiance endormie, il attaque une clé de bras qui est incroyable, tu vois. Alors il n'y a pas eu le finish, mais c'était quelques détails près, hein. C'était vraiment à quelques détails près. Ouais, c'est ça qui est impressionnant et qui fait partie de son jeu, c'est qu'il a tellement confiance en son jeu sur son dos qu'il peut se permettre certaines choses debout aussi. Moi, je pense que debout, il est si agressif parce qu'il n'a pas peur de se faire lutter derrière. Ouais. Ceci étant dit, par exemple contre Sabatini, je trouve qu'il fait quelque chose qui m'a vraiment agréablement surpris. Il y a beaucoup de très bons grappleurs qui ont ultra confiance en leur dos, comme les Charles Oliveira par exemple, qui acceptent facilement de se faire mettre dos au sol en disant j'utilise pas d'énergie dans la lutte défensive et j'ai plutôt exploité l'énergie que j'ai économisée sur mon travail sur mon dos. Mais contre un Sabatini, je pense qu'il était conscient que Sabatini est très très bon au sol. Il a vraiment utilisé beaucoup d'énergie dans sa lutte défensive et sa lutte défensive était de qualité. Donc il y a vraiment ce côté-là qui limite m'effraie encore plus sur Diego Lopes, c'est que maintenant ça va être compliqué de l'amener au sol. Si tu l'amènes au sol, il est très dangereux, il est très agressif debout, et donc ça c'est peut-être le point commun entre Ortega et Diego Lopes. Il peut être agressif debout et mettre à mal des strikers qui vont eux-mêmes shooter, et donc eux-mêmes initier le domaine de prédilection de Diego Lopes. C'est ce que Moicano avait fait contre Ortega. Il était tellement sous pression qu'il a lui-même shooté, il s'est fait prendre
en guillotine. Et je me demande si Cub Swanson, c'était pas la même chose contre Ortega. Je suis pas allé revoir ce combat, mais voilà, de tête, je sais que ils sont tellement agressifs debout que voilà, ça pourrait pousser à l'erreur. Par contre, donc il y a un petit défaut, c'est pas un gros défaut, mais un défaut que j'ai remarqué chez lui, c'est ses déplacements, ou plutôt sa conscience de l'espace. Quand Youssouf, il y a clairement un moment où il a le centre, et il va lui-même se mettre parallèle à la cage. Genre, il est au centre, la cage est de mon côté, Youssouf est ici, et c'est Diego Lopez qui va se déplacer comme ça. Et puis en fait, ça permet à Youssouf de reprendre le centre. Donc il y a aucun intérêt à faire ça, et c'est juste, ça me donne, ça me fait croire qu'il est très très bon, très très compétent, mais qu'il lui manque peut-être encore ce côté extra de où je suis dans la cage, où est mon adversaire dans la cage, qu'est-ce que je peux faire quand lui est là et quand moi je suis là par rapport à nos positions. Voilà, c'est un axe d'amélioration chez lui. Ouais, c'est vrai. Les déplacements dans la cage, c'est souvent les axes d'amélioration qui arrivent un peu tardivement, tu vois. Et pourtant, moi, je pense qu'il devrait déjà être présent dès l'arrivée à l'UFC, tu vois. C'est clair, c'est ultra important, mais effectivement, il y a ceux qui, même si on est en 2024, il y a encore des très bonnes salles qui n'ont pas de cage. Ça peut jouer là-dedans, c'est ne pas avoir l'habitude, faire que tes sparring dans des salles à l'ouvert comme ça, ben forcément tes déplacements vont en prendre un coup, ta conscience de l'espace va en prendre un coup aussi. Et puis ouais, il y a probablement des clubs qui se concentrent plus sur on fait des PAO, on fait des techniques, on fait des drills, mais beaucoup moins sur on fait des déplacements, on travaille le footwork, on travaille le positionnement dans la cage, etc., etc. Oui, je pense pas que ce soit une question de matériel, tu vois. D'avoir une cage, tu travailles pas tes déplacements, ou d'avoir pas de cage et travailler les déplacements dans un espace. D'en avoir conscience déjà, tu vois. D'en avoir conscience, c'est déjà ça, quoi. Mais tu vois, il y a pas de cage à XTC. Pourtant, les compétiteurs sur le mercredi, on fait ça dans des espaces avec, tu vois, on le faisait déjà à l'époque, avec des plots. Et bien évidemment, bah, c'est en ayant conscience, tu travailles régulièrement sur ton positionnement dans la cage, enfin dans la cage. Ouais, mais donc c'est plus un mindset de l'entraîneur ou de l'entraînement qui te permet de travailler ça. Et donc là, ça pose question, est-ce qu'ils le font chez eux? Il faudrait revoir les combats de Grasso, par exemple, qui fait partie de la même équipe. C'est moins flagrant, je pense. J'en parlais dans une des vidéos que j'avais fait sur ma chaîne, que dans les entraînements, tu avais la possibilité sur ce petit détail-là d'aller faire un entraînement à l'extérieur où tu mets juste des plots et tu travailles comme, au lieu de faire un shadow un peu cardio, tu travailles uniquement sur ton repositionnement dans la cage, tu vois. Ouais. Comment tu te déplaces si tu es mis sous pression, comment tu reprends ton centre, etc. Comment tu cadres, etc. Comment tu cadres, il y a des exercices à faire qui sont sympas, quoi. Ouais. Brian Ortega, il était à 14-0 lorsqu'il a croisé Max Holloway. On sait tous ce qui s'est passé, des records battus, etc. etc. Après ça, il prend une longue pause. Il revient, il fait une masterclass contre Corinne Zombie avec un style complètement différent qu'on n'avait pas vu chez Brian Ortega par le passé. Ensuite, il se heurte à Volkanovski. Ensuite, il prend Yair Rodriguez, il se blesse dans le combat. De nouveau, une très longue pause. Et là, il revient une nouvelle fois, très très bon de cette longue pause. De nouveau contre Yair Rodriguez et il prend sa revanche. Comment est-ce que tu le décrirais? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Brian Ortega, c'est un excellent grappleur, qu'il a pris au fur et à mesure confiance dans une boxe un peu dangereuse, qui est de mettre sous pression, d'envoyer du volume, d'imposer un tel rythme qui pousse les adversaires soit à descendre dans ses jambes, et pour lui d'obtenir ce qu'il veut, c'est souvent obtenir la tête, tu vois, de son adversaire. Ouais. Moi, je trouve qu'il a un style et qui est un peu qui est dangereux pour sa propre santé, tu vois. Ouais, c'est pas du tout le style que tu recommandes à tes combattants. Non, et puis au final, pour ses adversaires, maintenant on sait un petit peu ce qu'il recherche, tu vois. Donc il doit faire les adaptations pour proposer quelque chose de nouveau. Et il nous a montré qu'il l'avait fait avec Yair notamment sur son dernier combat.
Et il lui manque notamment cette capacité à mettre de lui-même au sol, tu vois. Exactement. Sans pousser à mettre la pression pour acculer l'autre à descendre dans les jambes. Ouais. Là, il doit pousser. C'est lui qui doit faire le travail maintenant. J'aime bien parce que j'ai de lire les notes, ça va être marrant. Vas-y. J'ai mis, il mettait la pression debout car il avait un gros menton et un bon punch qui pouvait ennuyer des strikers jusqu'à les forcer à le lutter et à faire l'erreur. Il faisait ça probablement parce que sa lutte n'était pas bonne, mais aujourd'hui il semble avoir bossé sur sa lutte. Donc ça pourrait lui permettre de un peu moins mettre son menton à la fenêtre et se dire ok, il va me tabasser, il va me taper plus, mais je vais pas tomber. Et puis à un moment, je vais avoir mon opportunité de le finir en lutte ou debout, parce que contre Frankie Edgar, il le finalise debout. Et j'avais aussi noté que c'est la définition même de l'opportunisme, au sol surtout, mais debout aussi, à l'image de ce qu'il avait fait contre Frankie Edgar. Par contre, clairement, je pense qu'il ne faut pas oublier sa prestation contre Korean Zombie, et lui, certainement, ne doit pas l'oublier. Il est capable de gagner un combat de l'extérieur, il est capable de construire un jeu sur son jab. Sa boxe anglaise est pas mauvaise. Je sais que sur ce camp d'entraînement-là pour Korean Zombie, il avait fait beaucoup de boxe anglaise. Et je pense qu'il ne doit pas oublier ça parce que dans la partie game plan, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire sur Brian Ortega, mais voilà, on a clairement parlé de son défaut, c'était de trop encaisser et de trop reposer sur son excellent menton. Il a vraiment un excellent menton. Mais voilà, pour Brian Ortega, je pense que trouver un mix entre ce qu'il a fait contre Korean Zombie, donc travailler de l'extérieur, essayer de ne pas avoir une trop haute intensité de combat face à un Diego Lopez qui sur 3 rounds va clairement essayer de dérouler, et Yair 2 dans le sens lutte opportuniste pour prendre la position du dessus. Ici contre un Diego Lopez, je pense que c'est important de lutter pour avoir une position au-dessus, même si tu l'as dit, Diego Lopez est très très bon de son dos. Brian Ortega est habitué à des gars très très bons sur leur dos. Donc voilà, je trouve qu'il y a peut-être un mix entre ces deux plus belles prestations, ou deux de ses 3 plus belles prestations. La revanche contre Yair, son combat contre Korean Zombie, sa 3e plus belle prestation, pour moi, c'est Frankie Edgar. Mais le mix entre les 2 premiers que j'ai cités, ça peut être quelque chose de pas mal à utiliser contre un gars aussi agressif et opportuniste que Diego Lopez. Ouais, je pense. Je pense que faut qu'on parle des codes de Paris. Ah oui, ça vient à la fin, ça. Ça vient à la fin. Oui, je pense que ça. Je pense que ça devrait être plutôt sur ça qui doit aller. Alors on doit aussi penser que c'est un 3 rounds. Ouais. C'est un 3 rounds, pas un 5. On a quand même un Brian Ortega qui est, je pense, beaucoup plus préparé pour les 5 rounds. C'est quand son dernier 3 rounds? Ah ouais, Chan Sung Jung, c'était en 5. Ouais, 5. Frankie Edgar, 3. Frankie Edgar. Ouais. Mais ça a duré ça remonte, un round. Ah purée, ça date, quoi. Frankie même Cub Swanson, c'était en 5. Frankie Edgar, t'avais combattu le même soir, non? Et là, on est en 2017, quoi. Je me souviens parce que j'ai regardé le combat, j'étais dans un bar pour célébrer une victoire, et je pense que c'était célébrer une de tes victoires. Mais 3 mars 2018, t'imagines? 3 mars 2018, mais attends, c'est le contre soir. Contre Frankie Edgar. Ah, mais c'est le soir. C'est notre soir. Enfin, c'est le soir où j'ai fait mon blackout émotionnel. C'est le soir de Josh Reed. Ah ouais. De ta victoire en main event du Cage Warriors. Ouais. Voilà, c'est pour ça que ce combat m'est resté dans la tête. Ouais, bah t'imagines, c'était il y a 4 ans. 4 ans, son dernier 3x5. Attends, non, t'as dit 2010. T'as dit quelle année? 2018. Ça fait 6 ans. Qu'est-ce que j'aurais... purée. 6 ans. 4 ans, n'importe quoi. Ouais, 6 ans, t'imagines? Donc là, il se retrouve sur un combat en 3x5. Ça, je pense qu'il va devoir aussi l'avoir en tête. Parce que on a quand même vu que Lopez, c'était pas simple de le finir. Même en le mettant au sol. Ouais. C'est vraiment pas simple. Bon menton, enfin... Donc, sur ce combat, il va devoir trouver un moyen de pouvoir au moins prendre 2 rounds, tu vois. Ouais, on parle souvent de ça. Quand tu viens dans un combat avec cet objectif de décision, chose qui fait pas partie du style de Brian Ortega, qui est clairement un opportuniste. Je sais pas combien de décisions il a gagné dans sa carrière, mais je crois pas que ce soit plus que 2. C'est 2 ou moins sur ses 16 victoires. Je sais pas si tu as Tapology ouvert, mais... Oh non, oui, je l'ai. Parce qu'il a des victoires au 3e round. Moicano, c'est au 3e round. En tout, il a 5 victoires à la décision. Ah, quand même.
Mais Mais elle remonte alors, parce que à l'UFC, j'ai même ouais, pas. 10 ans. À part Korean Zombie, qu'est-ce qu'il a comme décision à l'UFC? Il en a peut-être une dans ses premiers combats. Ok. Bref, ça fait longtemps qu'il a plus gagné à la décision. Donc ici, pour Brian Ortega, passer la tempête du premier et prendre le 2-3. Je partirai là-dessus, ouais. Ouais. Ouais, je partirai là-dessus. Et du coup, du côté de Lopez, prendre 1-2. Donc le 2 sera le round crucial. Plutôt un 3 même. Ou un 3. Ouais. Je pense que le 2 va être. Ouais, bah après c'est toujours en fonction de comment part le combat, mais je le vois prendre le premier round, je le vois être dangereux. Il doit se méfier au deuxième round de pas se cramer et de pas se faire surprendre au troisième, parce que là on parle de décision, mais bien évidemment il y a toujours possibilité de se faire arrêter avant la fin. Donc s'il se crame et qu'il prend le 1 et 2 et qu'il perd au troisième sur une soumission, c'est un peu dommage, tu vois. C'est clair, c'est clair. Donc le un, je pense qu'il a vraiment moyen de le prendre, Mhm. vraiment moyen de, de, de créer de l'échange et se trouver une ouverture, tu vois, pour finir le combat. Si Brian Ortega survit au premier round, le 2, je pense qu'il doit être un peu plus mesuré euh, pour pouvoir finir un peu plus fort sur le troisième, tu vois. Ouais, parce que Ortega, ah, il est dangereux tout le temps. Ouais, Même quand il se fait surdominer par Volkanovski, c'est dans le ouais, 4e round où c'est très chaud pour Volkanovski. exactement, je pense que Et ça il se gagne tape. il gagne le 5e round contre Mm, mm, mm. Volkanovski. Ou en tout cas, il gagne pas, mais il accélère dans les 2 dernières minutes. Et genre, les Bon, je me 2 rappelle dernières plus. minutes du combat sont très chaudes pour Volkanovski. Mm, On mm, l'a dit, beaucoup de finish au 3e round pour Brian Ortega. Bah, tu sais quoi, je vais ouvrir Tapologie, puisque bon, évidemment, quand je tape Brian, ça tombe sur toi d'abord. mm. Alors, il a 2 Ouais, elle en victoires était par pas. KO dans le 3e round et 4 victoires par soumission dans le 3e round. Mm. Et effectivement, 5 victoires par décision. Donc il y a Chan Chung Young. Ah, effectivement, c'est sa seule victoire à l'UFC par décision. Ouais. Ouais, donc ouais. Par contre, effectivement, dans le 3e round, il est très dangereux. Diego Brandao, c'est dans le 3e round. Thiago Tavares, c'est dans le 3e round. Clay Guida, c'est dans le 3e round. Ah. Donc, On, 3 on- combats d'affilée dans le 3e round. 4 victoires d'affilée dans le 3e round dans son début de carrière à l'UFC. Donc on Et pourrait puis son vraiment avoir dernier, quoi. ce, Ouais. ce- ce type de scénario, hein. Mhm. Avoir un Lopez qui domine bien comme il faut le premier round, le deuxième round, qui est un petit peu trop généreux, parce qu'il faut l'avouer, hein, c'est quelqu'un de très généreux dans sa manière de combattre, Diego Lopez. Ouais. Et au final, un Brian Ortega qui a montré qu'il était très durable et qui trouve l'ouverture dans le troisième, oui. Oui. Ouais, c'est ça. Ça va reposer un peu sur sa capacité à encaisser et sa capacité à retourner le combat si ça va en sa défaveur, chose qu'il a failli faire contre Volkanovski et qu'il a déjà fait plusieurs fois dans sa carrière. On a vu, comme tu le dis, Diego Lopez se faire connecter debout. Pat Sabatini lui met un beau check hook quand même. Mm. Et Brian Ortega, il est dangereux quand il contre. Ah oui, oui. Je le trouve très dangereux dans ses contres, même si de temps en temps il est lent, de temps en temps ses contres ils viennent alors que Yair Rodriguez est déjà sorti, mais de temps en temps son contre est très intéressant et son bras arrière particulièrement. Donc ça peut partir dans tous les sens. Du côté de Diego Lopez, est-ce que au-delà de rentrer avec une grosse intensité sans laisser Ortega initier la lutte, il y a quelque chose que tu as noté. Il a des bons low kicks dans les temps morts. Je pense qu'il peut utiliser ça. J'ai vu Mm. un Brian Ortega se faire salement toucher au corps dans plusieurs de ses combats, notamment son dernier. J'ai pas vu on n'a pas eu l'occasion de voir Diego Lopez beaucoup utiliser ses coups au corps, mais est-ce qu'il a une bonne boxe? Est-ce qu'il a des bons crochets au corps? Est-ce qu'il a un switch middle? S'il les a dans son arsenal, je pense que c'est intéressant pour lui de les utiliser ici. Oui, je pense aussi, ouais. Je pense que Diego Lopez, je pense quand même qu'il a un gros intérêt à garder ça debout, tu vois. Hmm. Je pense qu'au sol, il doit se rappeler quand même que Brian Ortega, c'est une très très bonne ceinture noire, qui sera très difficile à soumettre, tu vois. Mhm. Et j'aurais un peu peur d'avoir un Diego Lopez qui, un peu trop confiant sur son dos, s'épuise, tu vois. Et Ouais, il faut- si ça va au sol, ça pourrait être énergivore pour un des deux ou les deux, selon Je pense que Diego l'approche. Lopez a vraiment un style beaucoup plus énergivore au sol, tu vois. Il Ouais. sera beaucoup, beaucoup plus généreux. Mm.
Ah, donc c'est peut-être dans l'intérêt de Brian Ortega justement de chercher à le lutter pour le fatiguer et capitaliser sur cette dette énergétique par la suite. Après Diego Lopez, c'est Ouais. difficile à dire. Son troisième round contre Evloev, il reste bon. Hein. Ah ouais, ouais. Il m'a l'air 15 d'avoir minutes aussi. en Et plus. c'est quand même assez intense. Donc, Mm. ouais, quel beau combat. Moi, je pense que c'est Ouais. comme ça que je le résume. Quel beau combat. Peut-être ouais, au clinch, je crois que Diego Lopez a un beau clinch et je sais pas s'il a des bons coups de genoux, mais les coups de genoux, ça peut aussi bien passer au clinch. Donc, ça, c'est le dernier point que j'avais noté. Est-ce qu'on passe aux cotes et aux pronos? On va devoir passer, mais avant de parler les cotes, le classement. C'est numéro 3 contre numéro 14, hein. Ouais, c'est moins pire que Alice Kerov contre Whittaker, C'est mais à nouveau un top contre un en dehors du top 10, tu vois. ouais, Donc on aura eu effectivement Alice Kirov contre Whittaker. On avait eu Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. ouais. Ça commence à être assez régulier au final d'avoir des gars qui viennent de très loin affronter du top 5. On avait eu, ça remonte à il y a un peu plus longtemps, mais O'Malley contre Peter Yan, c'était aussi 1 contre 14 ou 1 contre Ah 15 à ce moment-là. ouais. Gros Mm, mm, mm. step-up. Ouais, ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus. Mais autant Il y a- Peter Yan contre Piotr Yan contre ouais. O'Malley, c'était prévu bien à l'avance. Euh, Autant BSD contre Poirier, c'était prévu bien à l'avance. Autant Alice Kerov contre Whittaker, c'est Ouais, circonstance. Et ici, c'est circonstance aussi. ouais, ouais, bien sûr, mais en tout cas, c'est beaucoup plus régulier parce qu'on a quand même une période où on se plaignait que le top 5 essayait de rester Hmm. dans l'entre-soi, tu vois. Il ne cherchait pas à regarder en dessous. Alors là, d'avoir des top 5 qui regardent aussi loin et aussi bas dans le classement, tu vois, enfin, qui Mhm. acceptent aussi loin et aussi bas dans le classement, ça, c'est intéressant. Sandagen Nurmagomedov qui arrive aussi. Je Ah, sais plus quel encore, ouais, ouais, classement t'as il a raison. Nurmagomedov, Je pense qu'il est quand même mais dans le top 10, non? je me demande s'il est pas 11, juste en dehors. Ah, peut-être. Parce que là, le dernier combat de Nurmagomedov, c'était contre un newcomer, donc ça l'a pas spécialement fait monter. Il est Mhm. 10. Il est 10. Ouais, il est numéro 10. Bah voilà, tu vois. Donc, je sais pas trop quoi en penser, moi, de cet aspect-là. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que ça vient questionner bah, le ranking, tu vois? Ouais, Parce que, bah, par exemple, enfin, ouais, on a là sur ce week-end, effectivement, on a dit après, ah, bah, le ranking a une raison d'être, tu vois. Certains le disaient, il faut respecter le ranking. Et en même temps, on a eu des combats où bah, le ranking, il questionnait. Moi, je me rappelle de l'époque ouais, Islam Makhachev, voilà. où il galérait à monter dans le classement. Personne ne voulait affronter parce qu'on savait que qu'il avait le niveau d'un top de champion, quoi. Bah, c'est aussi parce que le ranking est fort axé sur un côté combien de combats j'ai à l'UFC. Ouais, À part Chandler qui est rentré directement parce qu'il a une victoire contre un top 5 et du coup il rentre directement dans le top mm, 5. Ceux qui passent les étapes on prend d'abord ceux qui sont en dehors du top 15, mais on va pas te mettre en position 7 avec 3 Ch- victoires en dehors du top 15. Donc il faut faire ce Chandler, juste milieu entre. Chandler, il avait pris la 5e place directement? Après sa victoire contre Hooker. Ah oui, après sa victoire. Ouais. Ouais, ouais. Hooker, elle a été classée Attends. à l'époque, hein. Hooker, Chandler, Tail of the Tape. C'est c'est mon moyen pour trouver les classements à l'époque, tu Ah, vois. ah ouais. Alors, 6, il était Ah, 6. il était 6, purée, j'ai oublié il était monté si haut dans le classement. Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, un top 6 en entrée du UFC, ouais. Ok, ok, ok. Bon, les cotes. Alors, les cotes. Sur unibet.fr, c'est serré, mais Lopez est favori. Donc, il ne regarde pas le classement. Lopez est à 1,64, Ortega est à 2,15. On donne donc entre 55 et 60% de chances de victoire à Diego Lopez. Ah ouais, on va dire on est sur un 57-33, ça. Euh, Entre 5, non, 57-43. 57-43. Purée, les maths aujourd'hui, là, c'est pas terrible. J'avoue. Il y a 10% de chance d'une égalité. Voilà, je te sauve. C'est chaud, Purée. c'est chaud. Je t'avoue que j'étais vraiment étonné sur les codes de voir Diego Lopez favori en étant numéro 14 et Ortega numéro 3.
Je t'avoue qu'après avoir regardé quasi tous les combats de Diego Lopez et les derniers combats de Brian Ortega, je me dis que effectivement, j'aurais tendance, si les cotes étaient inversées, tu vois, si les cotes Ouais. reflétaient plus le ranking, j'aurais mis mes pièces sur Lopez, tu vois. Ouais. Il y aurait eu de la valeur sur un Lopez underdog. Est-ce que ça Et, justifie son statut de favori? et donc, mais pour moi, oui, tu vois. Oui, ouais, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, je vois plus de chemin vers la victoire pour Lopez, même si, ouais, C'est un 3 rounds, c'est ça le problème. C'est que ouais, je pense que Ortega est monté au niveau numéro 3 grâce notamment au 5 rounds, tu vois, grâce à toute cette dynamique que peut créer un 5 rounds. Même s'il a gagné avant, on se rappelle quand même que le combattant n'a pas la même approche dans un combat de 5 rounds que dans un combat de 3 rounds. ouais. Et puis, t'as ce truc aussi, la manière de gagner d'Ortega, j'ai pas l'impression qu'elle passe sur Lopez. Ben voilà, Et il il y a se fait tous ces tellement éléments-là. toucher Ortega debout que j'ai l'impression que il va pas prendre les rounds. Et donc, ouais, je m'aligne, même si, il y a, comme tu as dit, le scénario de Lopez qui commence à fatiguer, Ortega qui trouve son opportunité. Ortega qui, ouais, peut-être est un peu plus dans la mesure et qui touche de l'extérieur, qui lutte un peu, qui peut prendre le 2 et le 3. Ce sont des scénarios, mais ça ne dépasse pas 50% de chance. Donc, Hmm. ouais. Alors la question maintenant, elle est statistique. Dès qu'on met des top niveau top Ah, 5 sur des niveau top 10 voire en dessous, le top hormis O'Malley, hormis O'Malley, mais on va pas le qui était compter très serré en plus. parce que voilà vous êtes tous d'accord, on va pas refaire de débat là-dessus. Mais Donc on était tous les deux d'accord pour donner la victoire à O'Malley, hein, oui, en mais quand revoyant même, le tu vois, combat. c'était très serré et Ouais. beaucoup ont vu Peter Yan l'emporter. Mm. Donc la question elle est quand même, si on prend pas ce combat-là, tu vois, Ouais. statistiquement, le gars qui n'est pas encore dans le top 10 perd. Tu vois. Ouais, et on a eu Pfeiffer contre Hermansson aussi plus tôt cette année. Abus Magomedov contre Sean Strickland. Ouais. C'est vrai qu'on a. En- Il y a que Islam Makhachev, mais est-ce que Islam a affronté un top? mais c'était pas top 5, tu vois. Il est passé de Green à Hooker au champion. Ah Euh, ouais, hein. Et Hooker, il était plus top 6, hein. Il non, à ce était... moment-là, non. Attends, Tale of the Tape. Ah, champion. Ah ouais, c'est fou, quoi. Mais par Donc contre, voilà. ouais, sur le step-up vers le champion, là, Donc Makhachev, je il l'a voulais fait quand juste même. questionner ça parce que dans la dernière vidéo, moi j'étais parti de mon analyse pour Ah, dire mais non, que... c'était Makhachev contre Hooker, Makhachev était 5, Hooker était 6. Ah ouais, bah ouais. Mais sur la dernière analyse avec Alice Kirov... non, c'était pas avec Alice Kirov. Si, avec Aleskerov ou je sais plus. Non, c'était sur la statistique avec Walker. Toi, tu avais parié sur la statistique Ah et oui, oui, moi, oui. j'avais parié Ouais. sur le fait que Walker allait respecter la puissance de frappe et Mhm. utiliser son jab et son calf kick. Et la statistique a parlé, tu vois. Maintenant aujourd'hui, est-ce qu'on va faire l'inverse? Est-ce que toi, tu te lis tu te dis non, non, je vois Lopez l'emporter parce que euh, la stratégie, enfin la dynamique de combat me fait dire qu'il va gagner? Ou est-ce que moi je vais me placer sur Euh, la stratégie en disant à chaque fois eh ben, qu'il y a un... ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'en fait, jeudi, on enregistre l'épisode Unibet. Ah Et ouais, donc, ouais, ça me permettra, je pense que je vais de faire réfléchir l'effort. encore. Non, mais je vais prendre un quart d'heure, 20 minutes de mon temps pour essayer de lister un peu des Ah combats ouais. de ce style. Hors top 12 contre top 5. Et on peut voir les résultats voilà, historiques. D'ailleurs, il Ouais, y en ou a un qui alors... arrive aussi. En fait, Yann Gary contre MVP sur la même carte. Ah C'est la ouais. même chose. C'est aussi numéro 3 contre numéro 13, un truc comme ça. Attends, j'ai le Ou classement alors ici. quand il y a plus de 10 places D'écart. d'écart, qui l'emporte, tu vois. Ah non, Yann Gary, il est que 7. Yann Gary, il est que 7. Ok. Hmm. Bon, Yann Moi, Gary est 7 et Michael Page est 14. 7 contre 14. Mais ouais, ce serait intéressant de faire avec ouais. ouais, plus de 9 places d'écart, un truc comme Ah, ça. plus de 9 places. Bref, pour en revenir sur l'analyse, moi je vous avoue qu'après avoir regardé les combats, et s'il y en a qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire, je vous invite vraiment à regarder à nouveau les combats de Diego Lopez, que ça vaut vraiment le coup quand même. Ça, ça vaut la peine. Et puis après ceux d'Ortega.
j'aurais tendance quand même à pronostiquer Diego Lopez. Ouais, J'aurais moi aussi. vraiment tendance. Moi aussi. Vraiment, si je dois faire un pronostic, ce sera Diego. Enfin, en fait, mon pronostic, c'est Diego Lopez. Est-ce que je mets une pièce sur ce combat? Je sais pas encore. Mais en fait, ce combat est incroyable. Parce que hier, quand. Bon, mon process, c'est je pré-prépare mes notes, puis je regarde des combats en faisant du rameur, comme ça je fais un peu de sport, et puis je finis mes notes en haut, tu vois. J'aurais pu faire 3 heures de rameur, je pense, en regardant tous leurs combats. Ils sont géniaux, ce sont des pépites leurs combats, donc c'est cool. Bon, Lopez, c'était un peu chiant, parce que du coup, je faisais 1 minute 30 de rameur, et puis j'avais aller sur UFC TV, changer, et puis refaire. Donc c'est en séquencé, quoi. Mais voilà, c'était un peu expéditif. J'ai bien aimé contre Evloev, du coup, ça m'a laissé le temps de faire mon cardio, quoi. Bon, du coup, bon, on va quand même un tout petit peu se mouiller sur les pronostics. Lopez, comment? Allez, Statistique, il est sur 3 finishes au premier round. Encore un. Je pense que Diego Lopez va assommer Brian Ortega. Je pense que Brian Ortega est trop poissard ces derniers temps et qu'il va à nouveau se croquer la cheville en rentrant dans la cage. Sur un crochet avant, tu vois, et se faire mettre KO. Voilà mon pronostic. Non, je vous avoue, c'est toujours pareil. Hein, j'aime beaucoup me placer sur l'outsider, tu vois. J'aimerais à nouveau, comme sur le dernier combat de Brian Ortega, qui puisse gagner contre hier. J'aime bien, tu vois, dans tout ce qui est scénario et tout. C'est vraiment le genre de combat qui me plaît. Et donc, ça me plairait vraiment beaucoup de voir un Brian Ortega qui rappelle pourquoi il est placé 3e à tout le monde et qui fasse qui nous fasse comprendre qu'il a encore sa place, tu vois. On mange notre chapeau. Mais clairement, en regardant les combats, si je me base que sur ce que j'ai vu, je vois Diego Lopez emporter et être capable de trouver un finish par KO TKO. Moi, je serais Lopez par décision. Je suis en train de me poser la question si c'est pas le genre de combat où on aimerait pronostiquer l'égalité. Enfin, mettre la petite pièce sur la petite fraction d'unité sur l'égalité, tu vois, parce que on peut très bien voir Diego Lopez prendre un 18 dans le premier round, au même titre que je pourrais voir un Ortega prendre un 18 dans le 3e round. Bah écoute, moi, je t'avoue que sur l'égalité, je préférais placer sur le combat de Pereira. On n'en a pas parlé, mais contre Jiri, tu vois, je pourrais voir un Jiri qui prend ses rounds 19 et qui se prenne un gros knockdown dans le 4e et qui survive, tu vois, et qui perde le 5e et égalité. L'épisode de jeudi va être fun. Bon, les membres, merci à vous d'être membres et on se retrouve jeudi sur l'analyse de la carte principale avec l'angle des paris. Brian, on va mettre des pieds sur les égalités ce week-end. Ouais, ça va être fun. Allez, ciao. Ciao tout le monde.